These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Voilà, c'est pas très diplomatique, Sylvie Bermann. Moi, dans la vie, un ami me parle comme ça, je quitte la table et je lui dis, écoute, c'est terminé. Tu m'adresses plus la parole. Là, on parle d'État à État, évidemment. On est dans un monde mondialisé, interconnecté. Ça se passe pas pareil. Mais on peut imaginer, pardon, moi je suis très utopiste. Moi, des fois, je me fais des films comme ça. Ce serait possible de répondre comme ça à Trump? Tu me parles plus comme ça, c'est terminé? Non, parce qu'en réalité, il n'a, lui, aucun tabou et il a passé son temps à insulter les gens. Et il racontait toujours l'histoire avec Emmanuel Macron qui dit « je vais taxer tes vins ». Non, ne fais pas ça. Il se moquait déjà d'Emmanuel Macron. Exactement. Malheureusement, tout le monde est obligé de tenir compte de son caractère parce que ça reste la première puissance mondiale. Et d'ailleurs, la première fois que j'avais assisté à des conversations à l'époque où j'étais ambassadeur à Londres, entre le conseiller national français, enfin, en France, ça ne s'appelle pas comme ça, le Sherpa français, et puis le conseiller national britannique, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils sont en train de parler d'un enfant sur la manière, effectivement, de gérer Trump, de ne pas le vexer, d'essayer de le flatter. Et que font tous ces dirigeants? C'est exactement ça, ils n'en pensent pas moins, mais il n'empêche qu'ils ne peuvent pas l'affronter directement parce que lui ne supporte pas et qu'il s'énerve encore plus. Et donc il faut éviter un clash avec les États-Unis. Personne ne peut se permettre un clash, sauf peut-être les Chinois. Sauf les Chinois, et encore ils le font poliment, mais... autrement, c'est difficile. L'Union européenne, depuis le début, Madame von der Leyen a dit bon, écoutez, on va négocier. Alors, on a des moyens de défense. Il y a des outils de défense de l'Union européenne, y compris cet instrument de coercition. Mais on n'en est pas à l'arme atomique encore. On le fait de manière extrêmement prudente, tout en continuant à négocier. Le commissaire européen au commerce est déjà allé 3 fois à Washington, sans succès, mais en tout cas, la négociation se poursuit. 70 États, oui. Pardon, et juste pour ce qui est de la forme et des insultes, rappelons-nous que pendant ces 2 campagnes électorales, ce genre de propos, il les tenait dans ses meetings et que ça plaisait beaucoup à sa base qui exultait à chaque fois que Trump sortait une vulgarité, etc. Là, on est quand même dans un autre cadre. On est quand même dans des négociations internationales et commerciales avec la 2e puissance économique du monde et avec des pays où l'Union européenne partenaire des États-Unis. Donc il y a quand même une différence. Enfin, on retrouve un peu le même Trump qui a ce sens effectivement de l'insulte, de la vulgarité. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a du mal à traduire ses propos dans d'autres circonstances. On s'était un peu creusé la tête pour savoir comment traduire en français le Trump. Ça plaît à sa base, ça. Mais là, donc il continue de s'adresser à sa base, parce qu'après tout, il a été élu aussi pour ça. Beaucoup l'ont élu pour mettre fin à cette mondialisation qui crée du chômage, qui crée des mécontentements. Est-ce qu'il continue à leur parler? Il continue à leur parler à eux avec ces termes-là, mais sauf qu'il s'adresse aussi à des dirigeants étrangers, comme ça ne se fait normalement pas dans la diplomatie. Ouais. Et ça a des conséquences ou pas? Parce que, comme le disait Sylvie Bermann, non, les pays sont obligés de négocier, en fait. Le secrétariat au Trésor a listé 70 pays. 70 pays, qui ont entamé des négociations. Effectivement. Et qui n'ont pas le choix. Qui vont aller à Washington essayer de gratter quelques pourcents pour réduire un peu les droits de douane, parce qu'effectivement, les États-Unis sont en position de force. Exactement. Donc, Donald Trump insulte, Donald Trump agresse, Donald Trump inflige des droits de douane exorbitants, et pourtant, donc, le téléphone à la Maison-Blanche ne cesse de sonner. À l'avenir, le président répondra à tous les pays qui l'appelleront. Et je peux vous dire que le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour parler au gouvernement, au président et ses équipes de négociation pour essayer de conclure un accord. C'est parce que le monde sait qu'ils ont besoin des États-Unis. Ils ont besoin de nos consommateurs, de notre marché. Le président a beaucoup de puissance de négociation car il a la meilleure économie et il dirige le meilleur pays du monde. Et il était temps qu'un président utilise cette puissance au bénéfice des travailleurs américains. Et c'est ce qu'essaye de faire le président. Voilà, donc l'Europe, elle aussi peut-être appelée, on ne sait pas la liste exacte des 70 pays qui ont commencé les négociations, mais bon, les tractations, vous l'avez dit, avec le commissaire au commerce extérieur, donc a débuté. L'Europe, donc, qui vient de dévoiler sa première liste de mesures des rétorsions, il y en aura plusieurs, Jeanne nous a rejoint pour tout nous expliquer.
Donc on commence à avoir les détails de la riposte européenne. Effectivement, c'est tombé il y a quelques minutes. On avait de toute façon déjà des pistes ce matin. Oui, parce que la Commission en fait, a publié la liste des produits qui allaient être visés. Et on se rend compte que la réponse des Européens fait preuve d'une certaine créativité. La liste, vous l'avez sous les yeux, il y a 98 gammes de produits, 98 pages, 2000 gammes de produits. Alors, je ne vais pas vous les détailler tous. En revanche, il y a une chose qui saute aux yeux. Ouais. Une grosse partie de ces produits concerne les exportations en provenance des États républicains. Je vous ai ressorti la carte des États républicains en rouge et liste à l'appui, j'ai regardé. La Commission veut taxer le soja. Elle vient de le confirmer à l'instant. Les États-Unis sont le 2e pays producteur et exportateur mondial de soja. D'où vient ce soja principalement ? De Louisiane. 82% du soja américain est produit en Louisiane, républicain, et accessoirement en plus, c'est à d'origine du président de la commission de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est également républicain. L'importance symbolique et économique, bien sûr, du soja pour ce fief républicain n'est absolument pas à sous-estimer. Le bœuf, Kansas et Nebraska, républicains également. Les pièces détachées, Michigan, État très industriel, et Bastillon, emblématique des républicains. Le tabac, plus de 200 000 tonnes de tabac sont produits chaque année aux États-Unis, ce qui en fait quand même l'un des principaux exportateurs de tabac au monde. D'où vient-il essentiellement ? Caroline du Nord, Kentucky, Géorgie, 3 États républicains. À cela s'ajoutent, entre autres, les glaces d'Arizona, les mouchoirs de Caroline du Sud, les pâtes de Floride, les machines à laver du Wisconsin. À chaque fois, ce sont des États républicains. Même les soutiens-gorge et les déshabillés produits dans l'Ohio sont visés. État républicain, c'est écrit noir sur blanc. Je regardais page 61. Négligés, peignoirs, robes de chambre et articles similaires pour femmes et filles en coton et en maille seront visés par les taxes. Dans la liste, je vous le disais, vous avez plus de 2000 gammes de produits d'exportation qui sont visés. Sur ça, 13,5 milliards concernent des exportations d'États républicains. Donc le but, c'est de faire mal, on en parlait, à la base des électeurs, à la base donc de Donald Trump. Alors, extrait d'un article que je lisais ce matin, Politico, en creusant un peu, on s'aperçoit que les experts en commerce de l'Union européenne ont fait preuve d'une créativité inhabituelle dans leur connaissance des codes douaniers obscurs, tout en canalisant une dose d'agressivité passive pour faire souffrir la base de Donald Trump. Les producteurs de soja américains sont déjà montés au créneau, ils ont déjà vivement critiqué cette politique de Donald Trump extrêmement offensive. Le but des Européens ici, ménager la technique de la carotte et du bâton. On a les moyens d'agir, mais on laisse la porte ouverte aux négociations. La preuve, les taxes ne s'envolent pas toutes d'un coup, ça va se faire en 3 étapes. Première étape, donc le 15 avril, deuxième étape, le 16 mai, et la 3e salve de taxes, le 1er décembre, qui concernera cette fois là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire le soja. Merci beaucoup, Jade. C'est autant économique que politique, donc. Oui, et je parle sous votre contrôle, Jade. Normalement, on disait que le Bourbon n'avait pas été ciblé. Il a été exclu de la liste. Mais il y a d'autres alcools américains qui ont été inclus, mais le Bourbon, effectivement. Mais parce qu'effectivement, le ciblage est extrêmement précis. Bourbon, ça vient du Kentucky, un État républicain que vous évoquiez à l'instant, mais avec les risques que ça pouvait faire encourir, notamment aux producteurs de vins et spiritueux français. Donc, effectivement, le ciblage est très, très précis. Et le fait que ce soit des États républicains qui soient visés n'est évidemment pas anodin. Pas anodin. C'est de la dentelle. C'est pas le bazooka chinois. Oui, mais est-ce que ça peut être efficace ? Disons que là, c'est une première étape. Là, on est en train de montrer aux Américains de quoi on est capable en frappant chirurgicalement quelques produits. Globalement, ça représente à peu près 21 milliards de produits qui sont importés des États-Unis. Le grand rendez-vous pour l'Union européenne, c'est à partir de la semaine prochaine, où là, on ne sera pas sur 21 milliards, mais sur 370 milliards de marchandises. C'est le 15 avril. Donc là, sur les 21 milliards, on a dit on va taxer ces produits de 21 milliards entre 10 et 25% en 3 étapes. Une partie en avril, une partie un peu plus tard et une partie en décembre. Parce qu'on a bien travaillé sur 21 milliards qui représentent X produits. Ce qui d'ailleurs, laisse la porte ouverte à la négociation. Ce qui laisse entre-temps la porte ouverte. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, on change d'échelle. Et là, ce n'est pas 21 milliards qu'on va étudier, mais 370 milliards. Et c'est là qu'on appelle ce qu'on appelle la réponse aux droits réciproques qui ont été mis en place, qui ont été annoncés par Donald Trump le 2 avril, en disant « je vais taxer de 20% l'ensemble des produits des États-Unis ». Donc là, on est vraiment dans un changement d'échelle. Donc il y a une escalade, mais qui est beaucoup moins forte, bien sûr, que les Chinois qui disent nous, on taxe tous les produits qui rentrent.
à 84%. Nous, on essaie de faire mal dans les bons États où on sait que dans les mi-termes, il y aura des gros enjeux en 2026. Donc on est toujours dans une logique de négociation. On sait que Mme Meloni va partir aux États-Unis la semaine prochaine pour essayer de voir, parce qu'on sait que Elon Musk voudrait qu'il y ait finalement, on s'en sorte en disant qu'il n'y ait pas de droit de douane nulle part entre l'Union européenne et les États-Unis, donc c'est aussi une piste. En fait, on est dans une crise qui est assez particulière, où c'est, d'habitude, quand il y a une crise, il y a deux pompiers qui arrivent, les banques centrales et les États. Et là, cette crise qui est tellement singulière que c'est un chef d'État qui crée cette crise. Donc on n'est pas habitué. Là, on a un pompier pyromane, et finalement, on se dit, qui va pouvoir finalement sortir de ce guet-apens. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, il y a des crises, effectivement, par exemple le Covid, c'était totalement externe, totalement... Voilà, et on sait que c'est les chefs d'État qui viennent au secours du système. Et là, c'est un chef d'État qui provoque la crise. Donc c'est une crise vraiment particulière qu'on a du mal à... Et donc elle peut s'effacer du jour au lendemain si d'un seul coup il disait j'arrête, je me suis trompé. Bon, ça, on a du mal à y croire. Mais ce serait éventuellement possible, parce qu'on est tellement c'est tellement extraordinaire ce qui se passe, qu'avoir un pompier pyromane qui fait autant de mal, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est assez déroutant. La réponse de l'Union européenne, d'après vous, est-ce qu'elle est à la hauteur ? En tout cas, elle est plus forte qu'on ne pouvait l'imaginer, parce qu'on avait entendu au départ qu'il y aurait peut-être sur le fil dentaire ou sur du papier toilette ou quelque chose finalement d'assez dérisoire. Là, il y a un travail qui a été fait. D'ailleurs, on n'y pense pas toujours, mais il y a d'excellents experts de tous les pays dans le domaine commercial à l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui a la prérogative en ce qui concerne les négociations commerciales. Donc effectivement, je ne suis pas économiste, ni spécialiste du commerce, mais ça tient la route. Et cette proposition en 3 étapes fait sens également. Avec ces négociations, vous le disiez, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle invite les partenaires à faire preuve de créativité. Parce qu'il ne faut pas répondre aux droits de douane de Donald Trump par de nouveaux droits de douane. La négociation, elle peut être plus large. Écoutez. Le président Trump va avoir une approche sur mesure pour chaque pays. Ça veut dire qu'aux négociations économiques peuvent s'ajouter des discussions sur l'aide financière, notre présence militaire dans ces pays, ou encore comment les soldats sont payés. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que la presse américaine, effectivement, dit l'administration Trump a préparé des notes pour chaque pays. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir de chaque pays ? Des Japonais, par exemple, des Vietnamiens, de l'Europe. On l'a vu hier avec Donald Trump qui dit acheter notre pétrole et notre gaz. En fait, c'est sur ça que va porter la négociation, pas forcément sur le prix des produits. Non, mais c'est intéressant ce qu'elle dit, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, parce que oui, il y a d'autres éléments de négociation qui sont possibles, pas seulement les tarifs, pas seulement les droits de douane. Regardez, l'Europe, par exemple, pourrait décider de s'attaquer aux GAFAM. C'est une autre piste. Ça, on n'est pas dans les droits de douane. Est-ce qu'on pourrait geler l'accès des Américains au marché public européen ? C'est une autre piste. Est-ce qu'on pourrait bloquer certains investissements ? Enfin, vous voyez, elle nous sert presque d'autres solutions sur un plateau en disant il n'y a pas que les droits de douane. Oui, c'est vrai, de l'autre côté, on peut aussi passer par d'autres chemins pour se battre contre l'Amérique de Trump. Donc c'est une ouverture à la négociation à nos conditions, quoi. Oui, enfin, ce qui est quand même frappant, c'est qu'elle parle des militaires américains déployés à l'étranger. Il y en a entre 80 000 et 100 000 en Europe. Je ne sais pas qui les paie, mais je pense qu'ils vont demander que ce soit les États qui paient l'intégralité à la fois des bases, le défraiement des soldats et autres. Donc, en gros, vous payez nos soldats déployés chez vous et on lève les taxes. C'est un peu ça ? Ça pourrait être ça ? Ça ne sera pas aussi clair que ça, mais apparemment, alors là, pour le coup, ce n'est pas uniquement avec l'Union européenne. C'est une négociation qui sera pays par pays. Pays par pays. On a vu par exemple... Sur les militaires déployés, ça ne nous concerne pas. Non, Scott Bessent, par exemple, donne un exemple là qui concerne l'Asie.
on a pris un exemple concret, parce qu'on l'avait vu sur l'Europe avec Donald Trump et le gaz et le pétrole. Regardez ce que dit donc le secrétaire au Trésor américain. Il y a des discussions sur un grand accord énergétique en Alaska auquel les Japonais participeraient, peut-être aussi les Coréens et les Taïwanais. Ils achèteraient, alors une petite faute d'orthographe au passage, c'est pas grave, on se cache les yeux, une grande partie de la production et financeraient donc l'accord donc entre les différents pays. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait potentiellement y avoir un énorme accord énergétique entre les pays asiatiques et les États-Unis pour mettre en place donc cet énorme acheminement d'énergie. Vous y croyez ? Mais avec Trump, tout est sujet à deal. Quand on regarde ce qui s'est passé du temps de son premier mandat, Jean-Claude Juncker avait réussi à éviter une taxation massive des automobiles européennes, notamment allemandes, en disant à Donald Trump, écoutez, taxez pas notre automobile en Europe, et nous, en contrepartie, on vous achètera davantage de gaz et de soja. Et c'est comme ça qu'il a évité une taxation. Donc oui, tout est sujet à deal pour essayer de trouver une situation, une solution qui ne soit pas ruineuse pour les deux parties. Et c'est beaucoup plus efficace que d'augmenter les taxes un coup moi, un coup toi. Et là, l'escalade détruit de la valeur. Et donc, finalement, ce qu'il attend, c'est un deal. Donc, il faut trouver les bons moyens de... Est-ce que les Allemands vont acheter davantage d'armement ? Ils ont un grand programme d'investissement pour éviter... Mais ça, il faut que nous, en tant qu'Européens, on agisse de façon concertée, parce que si et c'est ce que souhaiterait Donald Trump, c'est bien sûr c'est négocier pays par pays. Et là, bien sûr, il aurait gain de cause. Donc nous, il faut qu'on reste unis. Pour l'instant, on arrive à démontrer qu'on reste unis, même si on entend l'Italie quand même qui manifeste son souhait d'aller discuter toute seule avec Washington. Oui, c'est l'une des difficultés majeures qui nous est posée aujourd'hui. Quand Meloni va à Washington, on pense bien qu'effectivement, c'est pour essayer d'obtenir quelque chose pour son propre pays. Il faut il serait assez judicieux que la réponse soit évidemment coordonnée à 27.